Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Dans celle-ci, nous allons voir un ensemble de mini-missions et de PIM pour des exercices de mathématiques de niveau CM1. Donc le but est d'essayer de réfléchir avec un angle métacognitif pour voir quels processus mentaux un élève peut mettre en application pour réussir des exercices. Je commence par un exemple tout simple qui est un exercice de géométrie qui porte sur l'alignement de points. Donc le voici. Donc pour les exercices 21 et 22, utilise la figure suivante. Donc on voit une figure avec des points distribués. Puis on arrive à la première question. Dans chaque cas, indique si les points sont alignés. Alors, on va prendre le petit A, B et C. Alors une simple lecture comme ça à un niveau déverbal, on n'enseigne pas immédiatement sur ce qu'il faut faire. Il est plus utile de tout de suite mettre en place une lecture qui implique une image mentale, une conversion sous forme d'image mentale. C'est-à-dire que je peux appliquer un premier PIM, où ce que je dois percevoir en priorité, évidemment, ce sont les mots qui sont indiqués ici. Et puis, simplement, je ne vais pas juste les regarder passivement, mais je vais faire attention à bien faire quelque chose. Et bien faire quoi? Et bien dans ce cas-là, ça va être simplement d'essayer de convertir sous forme d'une petite image mentale ce que je lis. Donc dans chaque cas, tellement intéressant de faire une image là, indique si les points sont alignés. Donc, point aligné, tout de suite, je peux convertir ça sous la forme d'une petite image où je vois une sorte de petite droite avec 3 points, plusieurs points alignés. Donc ça donnerait quelque chose comme ceci. On est vraiment dans quelque chose de simple, mais pour vraiment aborder la notion de PIM et voir des exemples, c'est bien de revenir vraiment aux bases. Donc cette petite image mentale que j'aurai en tête ressemblerait peut-être à quelque chose comme ça, donc un vague trait, et puis des points dessus, quoi. Donc en fait, le fait d'avoir transcrit ce que j'ai lu sous cette forme-là, tout de suite, ça m'indique ce que je dois chercher. C'est-à-dire qu'on va me donner des points A, B, C, il faut que je vois s'ils sont comme ça. Bien, j'aborde cette figure-ci avec une intention, donc l'intention de trouver si A, B, C sont alignés. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et justement, on va voir à chaque fois quelles sont les sources possibles de distraction. ABC, il va falloir que, entre le moment où je lis le nom de ces points et le moment où j'aborde la figure, que je les mémorise. Même si c'est une mémorisation qui est très courte, il faut quand même une mémorisation, puisqu'il faut qu'au moment où je regarde la figure, que je sache bien que c'est A et B et C que je dois chercher. Donc, il y a un petit PIM qui va se glisser de mémorisation de ABC. Je vois ABC, je lis ABC, donc je perçois l'image de A, de B et de C, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, mon M du PIM, ça va être de les convertir sous forme soit purement visuelle, c'est-à-dire que je garde une image mentale de ABC, vraiment des lettres ABC, qui sont les cibles que je vais devoir chercher, ou bien avec ma petite voix, je me répète ABC. Donc c'est une sorte d'encodage en mémoire. On voit bien que l'attention, elle est bien sur un élément particulier, donc c'est 3 lettres, un élément visuel, donc il y a bien une perception qui est privilégiée. Il y a bien une manière d'agir particulière, on doit faire quelque chose, il ne s'agit pas juste de les regarder. Il y a cet encodage en mémoire, et puis il y a une intention qui est évidente ici, donc c'est cette mémorisation. De façon à ce que un peu plus tard, ou quelques secondes plus tard, je sois capable de savoir quelle lettre j'ai lu. Donc j'ai encodé ABC en mémoire. J'arrive sur cette figure. Là, à nouveau, je dois me concentrer. Je dois me concentrer pour faire quoi? Pour rechercher ces points ABC. Je dois les rechercher dans la figure. Et là, je me retrouve dans ce qu'on appelle classiquement une recherche visuelle attentionnelle. Une recherche visuelle attentionnelle, c'est quoi? C'est que j'ai quelque chose en tête que j'ai gardé, qui est ce que je dois chercher, que j'ai gardé en mémoire, et je dois le trouver. Je reviendrai pas mal de fois là-dessus, mais c'est vraiment l'exercice de type Où est Charlie? Parce que dans Où est Charlie, on sait bien qu'on garde en mémoire qu'il y a des éléments qui permettent de trouver Charlie, et puis ensuite on balaye du regard toute la figure jusqu'à trouver Charlie. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut trouver dans la figure, ce sont les points ABC. Donc là, on applique un PIM, puisque ce qu'il faut faire, c'est donc balayer du regard la figure, c'est-à-dire privilégier une perception visuelle encore de la figure, et essayer de comparer à ce qu'on a en tête, donc la trace en mémoire qu'on a, ce ABC, ce qui va permettre, comme dans le cas de Charlie, de trouver les points. Donc on est bien dans un PIM, avec une manière d'agir qui est cette comparaison, est-ce que c'est ce que je cherche? Alors, de deux choses l'une, là encore, et on le verra plusieurs fois, vous avez une manière d'agir qui est vraiment extrêmement basique, qui consisterait
Imaginez de passer en revue chacun des points et de comparer ce point à ce qu'on a gardé en mémoire, donc la manière d'agir. Est-ce que ce point A fait partie de ma liste? En fait, évidemment, très rapidement, on ne va pas du tout fonctionner comme ça. On va pouvoir avoir une attention globale sur l'ensemble des points, de façon, manière d'agir déjà un petit peu experte, à tout de suite identifier les cibles. Voilà. La manière d'agir, c'est de reconnaître les 3 points que j'ai en mémoire immédiatement. Je peux décider de le faire parce que j'ai acquis cette compétence-là. Donc, j'ai identifié ABC. On va arriver à un 3e PIM, et le 3e PIM, c'est donc de placer son attention vraiment sélectivement sur ces 3 points-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres points qui vont agir comme des distracteurs, mais l'attention, elle doit être vraiment centrée pour aller privilégier ces 3 points-là parmi les autres. Et qu'est-ce que je vais m'appliquer à bien faire? Quelle va être ma manière d'agir? Ma manière d'agir, ça va être tout simplement d'ajuster avec ma main. Voilà. Donc, ce que je contrôle, c'est la position de ma règle à travers mes mains. Voilà, pour que, pour que la règle passe par au moins 2 des points. Alors si je fais ça bien, ce que je vois, c'est que tout de suite, le point C n'est pas sur le trait, il n'est pas aligné. Donc la réponse, c'est non. Donc à nouveau, une perception que je privilégie, c'est 3 points parmi tous les autres, une intention et une manière d'agir qui est d'aller placer la règle bien précisément sur 2 des points. Alors tout de suite une remarque. Alors déjà on voit que l'élève peut se laisser distraire, c'est-à-dire que son attention qui était sur ABC, tout d'un coup elle passe sur ABE par exemple. Voilà, il s'est laissé distraire par le point E. Et donc ce qu'il voit maintenant, c'est effectivement les points ABE. Son attention s'est recentrée là-dessus, il est un peu distrait, et puis il va placer sa règle sur ces 3 points-là. Et là il va conclure que oui, les points sont alignés. Ça c'est un exemple de distraction. On voit que également, il peut y avoir un problème au niveau de sa manière d'agir. C'est-à-dire que même s'il a bien son attention sur les points ABC, il peut faire quelque chose comme ça, voilà, à peu près. Donc, il n'est pas précisément en train de placer, d'ajuster sa règle, sa manière d'agir est moins précise, elle est comme ça, et sa réponse va être que, en gros, oui. Voilà. Donc, on voit 2 types de distractions ici, qui sont liées à une mauvaise application du PIM. Une autre source d'erreur, ce serait de lire ABC, et puis de se laisser distraire par un copain, etc. La trace en mémoire va s'évaporer, et puis devant les points, il va chercher par exemple ABE. Alors, bon, ABC, c'est particulièrement facile à retenir, mais dans le cas de FBD, ça pourrait devenir FBG par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc la trace mnésique, elle ne serait pas maintenue parce qu'il y aurait une distraction. Donc voilà une petite analyse d'un premier exercice où en fait on voit avec une grande finesse comment doit se placer l'attention et ce qu'on doit faire attention à bien faire à chaque fois. Nouvel exemple, un exercice, donc avec un tableau, il faut aller chercher des informations dans un tableau. Voilà, tournoi destination, les données de 2011, on voit sur un tableau des noms de pays, et puis des nombres de participations et des nombres de victoires. Alors première question, combien de nations ont déjà participé à ce tournoi? Donc là, j'insiste pas trop là-dessus, tâche simple, la cible attentionnelle, parmi toute cette information qui est disponible, elle va se recentrer ici, sur cette colonne, puisqu'on a identifié que c'était ce qu'on cherchait. On retrouve toujours un exercice de type Où est Charlie? C'est-à-dire que nation, ça précise la cible attentionnelle. À quoi il va falloir faire attention? Donc ça définit ce qu'il faut rechercher. Et bien là, nation définit ce qu'il faut rechercher. Donc on est déjà dans une cible un peu abstraite, puisque parmi toutes ces informations, il faut voir ce qui correspond à une nation. Il n'y a pas marqué nation, il y a marqué Angleterre, Galles, etc. Bon, bref, j'insiste pas là-dessus. En tout cas, la perception à privilégier, dans ce cas, c'est évidemment celle-ci, voilà, cette case-là, et puis avec une simple tâche de comptage. Manière d'agir, c'est d'ajouter 1, 1, 2, 3, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Quelle nation a le moins participé? Donc l'attention se recentre sur ces nombres, sur le nombre de participations. Maintenant, de 2 choses l'une. Soit l'élève a vraiment besoin de revenir aux bases pour trouver la moins grande participation. Donc il va appliquer une sorte d'algorithme qui va consister tout simplement à prendre les nombres les uns après les autres pour aller trouver le plus petit. Ce qui l'oblige à quoi? Ce qui l'oblige à regarder le premier nombre, 115. Donc, perception à privilégier, c'est quelque chose de visuel, c'est ce 115. Et une manière d'agir qui est un encodage en mémoire. Par exemple, sous la forme d'une petite photo, 115. Et puis, il passe au deuxième nombre, donc son attention se décale ici. Voilà, c'est ça qu'il regarde.
Et sa manière d'agir, eh bien, ça doit être de comparer ce nombre qu'il est en train de lire à celui qu'il a en mémoire. 117, 115. Alors, on voit tout de suite qu'une source d'erreur potentielle, ben, ce serait d'oublier ce qu'il a en mémoire. Par exemple, s'il a été distrait par un copain, le 115 devient un 215 ou quelque chose comme ça. La trace en mémoire sous forme visuelle, 115, est probablement plus utile et plus robuste dans ce cas-là. Alors ici, bon, ça paraît vraiment particulièrement facile puisque les deux nombres sont côte à côte, mais il faut imaginer que quand on va descendre, eh bien, les deux nombres ne sont plus côte à côte, donc on peut les regarder ensemble. Donc il y a cet encodage en mémoire, et donc cette manière d'agir consiste à comparer à cette trace en mémoire ce qu'on a. Alors la comparaison elle-même peut elle aussi utiliser vraiment un algorithme, hein, d'aller vraiment considérer le premier nombre, le deuxième, le troisième, etc. et de comparer. Je ne reviens pas là-dessus. Et puis, eh bien, tout simplement, quel est le but de tout ça? L'intention, c'est que, eh bien, si ce nombre est moindre, eh bien, maintenant, c'est celui que je dois à nouveau réencoder en mémoire. Je repars de celui-là. Alors, c'est pas le cas ici, mais quand on arrive à 82, c'est ça. Donc, on va arriver à 82. Le PIM de comparaison a permis d'identifier que ce nombre est plus petit que celui-ci. Et dans ce cas-là, eh bien, on repart de la première étape, c'est-à-dire que c'est ce nombre-là qu'on va mémoriser, garder en mémoire. Donc, je le regarde et je le mémorise soit sous une forme visuelle, soit sous une forme plus auditive avec ma petite voix, donc avec à nouveau un PIM d'encodage en mémoire. Et puis, je passe maintenant au nombre suivant et j'applique le PIM 2 que j'avais vu avant, c'est-à-dire de comparer, de regarder ce nombre et puis de le comparer à la trace que j'ai en mémoire du 82, etc. Et puis je reproduis jusqu'à ce que je tombe sur 12 qui va être le plus petit. Donc ça, c'est vraiment la façon de faire extrêmement algorithmique pour un élève qui vraiment débute. Maintenant, très rapidement, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, un élève va pouvoir immédiatement percevoir qu'il y a deux nombres qui sont plus petits que les autres, le 82 et le 12. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'ils n'ont que deux chiffres. Donc son attention va se resserrer sur ces deux nombres. Et finalement, c'est juste ces deux nombres qu'il va comparer pour immédiatement arriver à la conclusion que c'est 12 le plus petit. Donc on voit que dès l'instant où on n'est plus complètement débutant en maths, eh bien en fait on va court-circuiter les PIM élémentaires pour arriver à poser son attention sur une perception qui est plus intéressante, qui est je fais attention aux nombres les plus petits. C'est-à-dire que s'il y a des nombres qui me paraissent plus petits, immédiatement je les choisis comme cible de mon attention pour ramener le problème à une comparaison de deux nombres. Donc là, on est déjà dans un premier niveau de PIM expert où on fait confiance à un automatisme du cerveau qui est capable, face à un tableau de nombres comme ça, de tout de suite voir que deux nombres sont plus petits. On se fait confiance, c'est quelque chose qu'on sait faire automatiquement pour vraiment resserrer tout de suite l'attention sur deux nombres seulement. Et après, quelle nation a été le plus de fois vainqueur de ce tournoi? Bon, les victoires sont ici, on répète, etc. Mais avec cette fois, donc une comparaison dans ce fameux PIM 2 de comparaison qui a simplement pour but de trouver un nombre plus grand. Est-ce que ce nombre est plus grand, oui ou non? Etc. etc. La manière d'agir, d'ailleurs, qui consiste, donc pour ce fameux PIM de comparaison, qui consiste à comparer le nombre qu'on a en mémoire avec le nombre qu'on voit, on peut voir qu'elle peut se décliner à plusieurs niveaux. Là encore, un niveau vraiment extrêmement algorithmique où on compare le chiffre des centaines, puis le chiffre des dizaines, etc. Et puis là encore, très rapidement, un élève va finir par comparer immédiatement 115 et 117. C'est quelque chose qu'il peut décider de faire directement sans avoir besoin de passer par chaque nombre. Donc il passe très rapidement à une manière d'agir un peu plus experte et beaucoup plus rapide. Donc son PIM va évoluer, le M, la manière d'agir dans son PIM de comparaison, va évoluer. J'arrive à un troisième type d'exercice qui va demander de reconnaître un calcul à réaliser dans un énoncé. Et là, on va encore utiliser un PIM avec une conversion sous forme d'image mentale pour la lecture d'énoncé. Imaginons que j'aborde cet énoncé avec une lecture simple, habituelle, voilà comme on pourrait lire un livre, sans façon de se concentrer particulière. Durant la journée, Raphaël a effectué 215 km ainsi que 4 trajets de 56,75 km chacun. Quelle est la longueur totale des 4 trajets? Quelle distance Raphaël a-t-il effectué durant toute la journée? Qu'est-ce que je retiens de cette lecture? Je retiens qu'il y a un garçon qui s'appelle Raphaël. Et puis il y a des nombres qui ont l'air un peu compliqués, pas très sympathiques. 56, 75. Voilà. Puis les questions de longueur et de distance. C'est tout ce que j'ai retenu de cette lecture d'énoncé qui n'a servi en fait à rien, à part me donner une sorte d'impression globale, voilà, sur le problème à résoudre. Il est beaucoup plus efficace de lire cet énoncé
avec un vrai PIM qui va avoir pour but de me faire une représentation mentale, visuelle, de ce qui est décrit. Durant la journée, Raphaël a effectué 215 km. Peut-être que la première fois, on pourrait être tenté de visualiser durant la journée le fait que c'est le jour, le fait qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Raphaël, mais en fait très rapidement, automatiquement, la conversion sous forme d'image mentale, elle va se centrer sur certains éléments, et pas sur tous, évidemment, puisqu'on est dans le cadre de mathématiques et que on commence à savoir que l'information importante, elle est plus au niveau des nombres et des verbes, etc. Donc, qu'est-ce que je vais me représenter visuellement? Eh bien, Raphaël a effectué 215 km, ainsi que 4 trajets de 56-75 km chacun. Alors, je vais utiliser une petite feuille pour représenter sur papier ce que j'aurai en tête. Effectuer 215 km, eh bien, voilà, hop, on voit un trajet. Et on peut même marquer 215 km, et même une petite flèche éventuellement. C'est-à-dire que je vois Raphaël en train d'effectuer 215 km. J'ai cette visualisation sous forme d'un rectangle ou d'un trait, voilà, d'une distance qui est parcourue. Ainsi que 4 trajets. Alors, 4 trajets, ben, hop, j'en vois un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, et je les fais pareil parce que 56-75 chacun. Je peux marquer 56-75. Alors, je ne vais pas visualiser ça, tout ça sous forme d'image mentale, puisque je sais que l'information sur la distance, elle est là. Donc, mentalement, ce que j'aurai en tête, c'est juste un grand trajet, puis 4 petits trajets, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il est question de distance parcourue et on commence à se douter qu'il va être question de multiplication et d'addition. Je lis la question, quelle est la longueur totale des 4 trajets? Là encore, je passe par une conversion. Ma perception, c'est toujours clair. La perception que je dois privilégier, évidemment, ben, c'est ce que je lis. Mais j'interprète, je convertis sous forme d'une image mentale pour essayer de voir à quoi correspondrait la longueur totale des 4 trajets. Ben, la longueur totale des 4 trajets, ben, il est évident que ça va être la somme de ces 4 trajets. Je les mets bout à bout, ça fait une distance plus longue. Voilà. C'est parce que j'ai cette représentation visuelle que le calcul à réaliser m'apparaît automatiquement. Donc ce PIM qui consiste à convertir ce que je lis sous forme d'une image mentale va être extrêmement utile. Et puis après, bah, du coup, je bascule sur un calcul classique, une multiplication, 4 fois 56-75, et là j'applique mon algorithme habituel, etc. Bon, avec éventuellement les PIM qui sont associés. Mais en tout cas, on voit sur cet exemple que vraiment la conversion sous forme d'image mentale du problème va énormément aider. Si je reste juste dans une lecture habituelle avec juste cette composante auditive, eh bien, c'est beaucoup moins clair. Donc, j'ai une façon de me concentrer qui est très claire pour la lecture de cet énoncé et qui consiste à me faire cette représentation mentale visuelle, qui peut être pour certains donc sous forme vraiment d'image mentale. Et puis, ceux qui ont le plus de mal avec les images mentales bah, peuvent faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire un petit dessin rapide. Un nouvel exemple avec un exercice de géométrie. Le voici. Donc on voit des figures géométriques, puis il va s'agir de symétrie. Donc il va falloir reproduire les figures sur du papier quadrillé, puis mettre des axes de symétrie, etc. Donc on va prendre l'exemple de cette figure rose ici, voilà. Eh bien, il faut donc sur la feuille, voilà, dessiner la partie symétrique par rapport à cet axe-ci. Là encore, il y a une série d'étapes. On peut décomposer en mini-missions. Première mini-mission, donc une intention vraiment extrêmement claire, c'est simplement d'aller identifier chaque point, chaque point marquant de la figure, et puis d'aller tracer son symétrique par rapport à la droite. Donc ça va être une première mini-mission, d'ailleurs après on aura quasiment terminé. Eh bien, pour ça, on voit qu'il s'agit d'appliquer un PIM, c'est-à-dire qu'il va falloir se concentrer d'une manière bien particulière. Alors, quelle va être la cible? Eh bien, la cible attentionnelle, ici, c'est chaque point. Mon attention se resserre sur ce point-ci. Donc là encore, on est vraiment dans du visuel. Donc mon attention est bien sûr ici. Une fois que j'ai identifié ce point, eh bien qu'est-ce que je vais faire attention à bien faire? Eh bien, c'est de compter le nombre de carreaux qui séparent ce point de la ligne rouge. D'ailleurs, mon attention, elle va plus globalement se déplacer sur cette zone, voilà. Et puis, à chaque carreau, j'ajoute 1 dans ma tête. 1, 2, 3, 4, avec ma petite voix par exemple. Donc j'ai compté 4. Ensuite, j'applique un autre PIM qui consiste à partir de ce point-ci, eh bien, compter 4 dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que mon attention, elle est vraiment sur les cases. Bien. Et puis à chaque fois que, avec mon regard, je monte d'une case, eh bien, j'ajoute 1 à mon compte mental. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête, je marque un point. On voit tout de suite une première source d'erreur, c'est-à-dire que l'attention, elle part. J'en suis à 2 ici. Mon attention est attirée par quelque chose ailleurs, et puis elle revient sur le point suivant, par exemple. Donc 1, 2, hop, 3 et 4.
Voilà. Donc un type d'erreur qui serait une instabilité de l'attention visuelle dans ce cas-là. Ou bien une erreur dans le décompte, on peut imaginer. Donc des petites sources de déconcentration et d'erreur à ce niveau-là. Mais une fois qu'on a vraiment identifié le PIM qui était nécessaire, eh bien on voit vraiment, on peut analyser à quel moment il y a eu problème, à quel moment il y a eu distraction, et à quel moment il y a eu rupture de PIM. Et plus dans la bonne perception, plus dans la bonne manière d'agir. Et puis on va répéter ça pour tous les points.